Bonjour tout le monde, je suis en compagnie aujourd'hui de Swan. Swan, bonjour. Salut. Je suis aujourd'hui très contente de t'avoir. Tu es une des personnes les plus en vue pour l'instant dans le journalisme sportif. Quand je parle du sportif, c'était du sport qui s'est déroulé pendant le confinement, donc c'était surtout koh. Mais Oui, parce que sinon la réputation était usurpée, donc je l'accepte en ce qui concerne koh ça me va. d'accord. Je sais pas, je crois qu'il y a un petit écho, je sais pas d'où ça vient. Je vais juste regarder quelque chose vite fait. Yop. Je te rassure, je ne vis pas dans une cave normalement, Non, ça va, c'était de mon côté. Ça va, c'est bon. Voilà. Ben écoute, tout d'abord, déjà merci de participer à cette petite buvette. Je sais pas si tu as pris un coup à boire ou quoi, mais on pourra faire ça plus tard dans la journée non, s'il faut. j'ai un tournoi de foot dimanche et la semaine dernière, j'ai joué au football avec des amis qui ont beaucoup bu pendant la semaine et j'ai trouvé leurs conditions physiques déplorables, donc j'essaye de faire attention jusqu'à dimanche au moins. Ben écoute, effectivement, on va dire que le confinement n'a pas fait du bien à tout le monde, hein, au niveau de la condition physique, ça c'est certain. Euh, Écoute, pour déjà te présenter pour ceux qui ne te connaîtraient peut-être pas, est-ce que tu pourrais donner un peu ton parcours, ce que tu fais actuellement et tout ça? Ouais, mon parcours, il est ce qu'il est. Il est un peu particulier parce que j'ai commencé à travailler à l'âge de 17 ans chez SoFoot. Donc, vraiment sorti de ce que chez nous en France on appelle le baccalauréat. Mhm. Donc ça fait 11 ans que j'y ai mis les pieds maintenant. Donc ça fait quand même enfin 10 ans, ça fait quand même un petit moment. Donc j'ai écrit là-bas pendant longtemps. J'y étais stagiaire, j'y étais journaliste, j'y étais rédacteur en chef du web aussi. Ok, Voilà, et j'y suis toujours par intermittence et il est fort possible que j'y sois de plus en plus à la rentrée. d'accord. Voilà. Sinon, je travaille aussi pour la RTBF, Mhm. voilà, comme tu le sais, où j'ai eu la chance de faire la coupe du monde 2018 avec l'équipe de Benja. Je pense que dans le monde actuel et dans le journalisme en particulier, c'est toujours bien de faire des bonnes rencontres et je pense que, par exemple, si je dois payer une chope un jour à quelqu'un, ce serait peut-être à Benja en un parce que je lui dois une fière chandelle, voilà, et du coup, je fais aussi la Ligue Europa sur la télé belge, à la RTBF. C'est ça. Donc là, tu es avec Christine. C'est exact. Ok. Christine, Alex, Pascal et tous ceux qu'on voit pas qui sont au moins aussi, si ce n'est plus importants que nous, puisque c'est grâce à eux que l'émission se passe bien. Oui, tout à fait. Et on va passer un peu sur ton parcours, parce que aujourd'hui, plus qu'avant, la presse pour l'instant a très difficile. En tout cas, la presse spécialisée est dans une situation assez délicate, que ce soit la presse belge ou française, hein. On avait eu Aurélie Hermann en première émission, qui elle travaillait pour Sport Foot Magazine, où elle disait Ouais. aussi qu'elle, forcément, elle avait pas mal de difficultés à travailler pour eux. Ici, ils ont fait carrément une pause de quelques mois pendant le Covid, forcément, pas d'actualité à couvrir, c'était difficile de faire beaucoup de bonnes choses. Toi, au niveau de SoFood, bon, le SoFood, ça travaille beaucoup sur le web, mais il y a aussi des éditions papier. Comment est-ce que SoFoot s'est un peu retrouvé avec cette crise, quoi? Alors, moi, c'est un peu particulier dans le sens où, depuis que j'ai, quitté, SoFoot en début 2017, j'y ai gardé un pied qui serait un pied de pigiste occasionnel. Tu parlais de koh tout à l'heure, j'y suis revenu parce que, bah, pendant le covid dont tu parlais, au final, je me suis rappelé que j'aimais quand même beaucoup écrire et ça m'a fait marrer. J'ai fait 2 3 autres trucs aussi, mais je peux pas vraiment te donner le point de vue de quelqu'un qui vit grâce à Sopress, si tu veux, que ce soit en CD, en contrat ou en pigiste, parce que sur les 2 dernières années, c'est pas ça qui me faisait vivre. Donc, j'ai pas été en difficulté à cause du Covid. En revanche, ce que je fais, c'est la première, c'est voilà, je te parlais des gens qu'on peut respecter, les gens qui t'aident dans la vie et dans ton boulot. Moi, rencontrer Franck Hanez, le boss de SoFoot, ça a été quelque chose de fondateur j'ai presque envie de te dire la personne que je suis aujourd'hui, parce que je suis arrivé, j'étais pas fini, j'étais pas terminé, j'étais à peine majeur. Et aussi parce que voilà, tu parlais de la crise. Je fais un petit coucou aux amis de Sport Football d'ailleurs que j'aime beaucoup. Mais en gros, chez Sopress, il n'y a pas eu de licenciement. Franck a mis un point d'honneur à essayer de faire travailler les pigistes tout au long du confinement aussi. Il y a eu des numéros de Society qui ont été sortis. Il y a eu un numéro de SoFoot qui est sorti aussi. Donc,
là-dessus, la machine ne s'est pas trop arrêtée. La crise, la seule vraie différence, c'est que tu parlais du magazine. Dans le magazine, le vrai plaisir, ça a toujours été de partir en reportage ou de partir faire des Ouais, interviews. bien sûr. Et ça, par la force des choses, au vu des conditions sanitaires, ça n'a plus été possible. Mais j'ai envie de te dire que c'est à peu près la seule chose que ça a changé. La réalité difficile pour SoFoot en France, c'est tout ce qui se passe, je ne sais pas si tu as suivi, mais sur le réseau de distribution de presse en France, Ouais, 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 tout à fait. qui est extrêmement compliqué. On pourrait faire des heures et des heures là-dessus. Et au vrai, je ne serais pas la personne la plus compétente pour t'en parler. Mais c'est ça qui met les éditeurs indépendants dans la panade aujourd'hui. C'est que tu as des pertes qui sont énormes pour les éditeurs, enfin les magazines qui s'éditent en privé et qui appartiennent pas à des grands groupes. Tu as parfois des difficultés à avoir ton magazine qui est distribué dans tous les points de vente que tu souhaiterais. Donc c'est ça aujourd'hui, limite autant, si ce n'est plus que le Covid, qui met en péril une certaine presse écrite en France. Ouais, non, clairement, clairement. Et puis, il y a aussi le fait que maintenant, heu, peu de gens se disent prêts à dépenser de l'argent pour de la presse. C'est-à-dire qu'on retrouve tellement tout sur le net, un peu partout, et c'est vrai qu'il y a ce paywall qui arrive toujours à un moment et que les gens ont difficile à passer. Maintenant, vous, dans le cadre de SoFoot, quand vous sortez des magazines, c'est à chaque fois des événements en quelque sorte, où il y a vraiment énormément de choses à l'intérieur. Il y a beaucoup de gens qui n'attendent que ça, donc vous avez réussi aussi à build quelque chose d'intéressant au niveau du magazine, ce qui change aussi un peu la donne par rapport à un canard qui sortirait tous les jours ou toutes les semaines sans avoir vraiment d'informations aussi claires et aussi intéressantes que ce qu'il y a dans ce foot. Bah, oui, dans le sens où, par exemple, c'est, pour cette raison-là que, des canards comme France Football, à un moment, ont eu du mal à suivre et essayer de se réinventer en ce moment. Mais, quand, eux paraissaient, à l'époque où je le lisais beaucoup, 2 fois par semaine, avec beaucoup d'actualités très chaudes, du résultat, des trucs comme ça. Aujourd'hui, forcément, c'est beaucoup plus caduc. À l'époque d'internet, à l'époque de sites comme Soccerway ou Flash Résultats où tu peux voir les moindres scores en live et cetera, forcément, c'est plus dur. Après, j'ai envie de te dire aussi que tu parlais d'information. Je pense que SoFoot comme Society a toujours eu, volonté, d'informer, mais c'est aussi surtout, raconter des histoires et ça, au final, c'est pour moi SoFoot et c'est pour ça que je le lisais aussi, à l'époque où je n'y travaillais pas. C'est plus, tous les mois, comme si tu achetais, un espèce de petit livre où on venait te raconter des histoires et cetera et je pense qu'en ça, du coup, tu es forcément moins touché peut-être par, la concurrence de sites internet. Ouais, et de plus en plus, on essaye vraiment d'avoir, ce côté, histoire ou nostalgie ou bien la belle histoire ou des choses comme ça parce que, oui, comme tu dis, les news, tu les as directement, enfin, maintenant sur des sites comme LiveScore, tu as les compos, tu as des lives en direct commentés, donc forcément, c'est plus délicat, mais il y a vraiment de belles choses qui se passent, et je prends un peu l'exemple aussi de Caviar Mag, je sais pas si tu connais, aussi, qui viennent de se lancer il y a pas très longtemps, qui sortent déjà pas mal de belles choses et on se retrouve pas mal. Alors effectivement, il y a eu une histoire où j'étais très fan, c'était l'histoire du tacle agressif ou des choses comme ça, et c'est toujours très intéressant de pouvoir aller retrouver cette nostalgie du football dans un endroit, sur un bout de papier, sur un encart, ou en tout cas sur un site où tu peux vraiment réussir à retrouver un peu ce bonheur du vieux football un peu, et pas juste avoir des résultats, des stats et des choses comme ça, quoi. Après, tu as reçu Patrick il y a 2 semaines, je Ouais, crois. ouais, Et voilà, moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup et notamment pour sa nostalgie du football, son côté madeleine et cetera, qui j'ai presque envie de dire qu'il l'a rendu célèbre, chez vous. Mais j'ai pas envie de verser dans une espèce de surnostalgie du foot parce que, j'ai envie de croire qu'on peut encore aimer le foot aujourd'hui. C'est-à-dire que franchement, c'est sûr que, bah, probablement que j'ai aujourd'hui des souvenirs de quand j'étais petit ou adolescent de football que je chérirais plus que je ne chérirai jamais ce qui arrivera à l'avenir dans le foot. Mais j'ai pas trop envie d'être non plus dans ce truc de c'était mieux avant, comme avec le rap, si tu veux, qui me dérange un peu, ou d'être un peu résigné à l'idée qu'on puisse continuer à raconter des histoires, même si évidemment l'être humain évolue, les joueurs de foot évoluent, la communication des clubs de foot évolue, etc. Mais j'ai pas envie. De toute façon, j'ai envie de te dire, si c'est comme ça, on va très vite être dans la merde pour raconter des bonnes histoires parce que il y aura plus rien. au bout d'un moment, on a tout fait. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que si on continue et on perpétue le côté où tu es uniquement dans la nostalgie du foot, là aujourd'hui, je sais pas, c'est les 20 ans de la victoire de la France à l'Euro 2000. C'est évidemment iconique, c'est un super souvenir pour tous les Français. Mais, mais si en 2030, on fait les 30 ans, il y a un moment où Ouais, on va refaire la même chose tous les ans, quoi. non, c'est sûr.
c'est sûr. Mais justement, tu parles de ça, c'était aussi quelque chose que je voulais aborder. C'est un peu la différence entre le foot de maintenant et le foot d'avant. C'est-à-dire que moi, j'étais quelqu'un qui était extrêmement fan de foot il y a 10-15 ans. J'étais au stade tout le temps. On faisait que ça, enfin, au COT, quand on passait nos études, on faisait que parler de foot, on regardait tous les matchs. Maintenant, voilà, la hype est un peu retombée. J'ai eu un peu ce problème de foot où c'était difficile de retrouver une identité forte dans un club de foot, même un club qu'on adorait. Je veux dire, il y avait souvent les joueurs, les piliers de l'équipe ou les choses comme ça. Où maintenant, on a plus l'impression que voilà, c'est des belles sociétés qui ont un bel emballage, mais on retrouve moins ce côté un peu. À quel âge, Pierre? J'ai 33. C'était pas une question mal polie, hein, mais Non, non, simplement, je pense aussi que, l'âge qu'on a, modifie les yeux qu'on a quand on regarde le foot. C'est-à-dire que j'aurais tendance à être d'accord avec toi sur, évidemment, tu vois, aujourd'hui, on est tous super cyniques sur, le football business, sur, l'argent dans le football, sur, la perte, d'amour du maillot, ces choses-là qui sont des trucs, vraiment, je faisais le comparatif avec le rap tout à l'heure, mais comme aujourd'hui, on dirait que voilà, les rappeurs sont des chanteurs de R&B, il y a plus de ouais, chansons à texte, des choses comme ça. Il y a forcément une part de vrai, notamment dans ce qu'on dit sur le foot parce que, bah, on a les yeux en face des trous, on voit les scandales qui existent et cetera. Cependant, je pense que, si tu demandes aujourd'hui, je vois, je sais pas, les neveux de ma copine ou des trucs comme ça qui ont, 11-12 ans aujourd'hui, ils regardent quand même le football avec les yeux de l'amour et autant, ouais, peut-être que ça me fait chier qu'ils s'enthousiasment sur, Neymar plus que moi, là où moi je m'enthousiasmais sur Bergkamp, si tu veux. Il y a peut-être un côté qui paraît moins romantique aujourd'hui à nos yeux, mais heu, mais j'ai toujours l'impression qu'à leur âge, ils regardent le foot avec les yeux de l'amour. J'ai toujours l'impression que, désolé, je parle de français là, mais à l'âge du petit neveu dont je parle, il connaît quand même l'attaquant de Brest et le défenseur de Dijon. ouais, Et par rapport à ça, moi, je me revois aussi. C'est-à-dire que j'ai quand même l'impression qu'aujourd'hui, l'âge que tu as, il n'est pas forcément en train d'éreinter la passion que tu peux avoir pour le football, parce que moi, le football, ça restera ma passion toute ma vie. Mais j'ai quand même l'impression que quand j'avais 13-14 ans et que je regardais la Division 1 en France, j'étais beaucoup plus passionné qu'aujourd'hui, mais je pense pas avoir perdu quelque chose. Je pense juste avoir grandi, mais et consommer le foot je pense que je consomme le foot de manière différente, avec peut-être un peu plus de maturité, peut-être un peu moins de folie certainement. ouais. Mais je pense que c'est 50-50 entre l'évolution du monde actuel et l'âge que tu peux avoir, en fait. Ouais, et puis il y a aussi le côté, comme tu dis, on le consomme différemment. C'est-à-dire que maintenant, quand on regarde un match de foot, on sait tout ce qu'il y a eu avant, tout ce qu'il y a après, tous les enjeux qu'ils peuvent avoir autour. Quand on le regardait quand on avait 12-13 ans, on voyait juste l'équipe qu'on supportait contre l'équipe qu'on n'aimait pas. Et il y avait juste ce côté envie, quoi, hein. Auquel je crois, dans la nostalgie qu'on peut avoir. Je suis en train de faire un article sur une émission qui était iconique en France qui s'appelait Jour de foot. Ouais, C'était notre émission du samedi soir. À l'époque, on ne connaissait pas les résultats. À l'époque, on n'avait pas les vidéos en live sur Twitter, etc. Et en fait, je crois que peut-être la seule chose que j'accepte dans la nostalgie, c'est peut-être cette nostalgie de l'immédiateté qui tue un peu le suspense. mhm, Et ce côté, ouais, et je prêche pas pour ma paroisse parce que j'ai envie de te dire que ça me mettrait un peu plus au chômage, mais ou le fait que ouais, tu peux regarder tous les matchs de foot que tu veux aujourd'hui. c'est vrai. Ça, c'est un truc qui, peut-être fait que, aujourd'hui, je suis capable de dire non à un match de foot, là où à l'époque, je ne disais pas non parce que, C'était le la seul que tu rareté pouvais fait voir. Ouais, c'est l'envie, si ça. tu veux. Ouais, enfin, ça, quand tu parles de ça, moi, je me revois il y a 22 ans, où je me retrouvais des fois sur un vieux Bordeaux-Auxerre, parce que c'était le seul match qui était diffusé en Coupe de France, qui était diffusé sur France Télévisions, il y avait que ça qui passait. Donc on n'avait pas le choix, il fallait regarder Lilian Lasland, il fallait regarder Gilbert Bodard, il n'y avait pas le choix, et du coup, on se prenait au Ouais, il y jeu, a on pire que espérait que. regarder Lyon Vincent. Pardon? Il y a pire que regarder Lyon Ah Vincent. ouais, tout à fait. Moi, je me souviens encore de sa bicyclette contre Dortmund, où on siffle un jeu dangereux alors que c'était un but superbe. Mais voilà, c'était ce côté. Ben voilà, c'est des souvenirs que j'aurais jamais vus maintenant. Si maintenant on te donne le choix, ben oui, il y aura toujours une grosse affiche. Il y aura toujours un match de première ligue entre deux gars du Big Four ou du Big Six. Il y aura toujours un gros match en Espagne. Il y aura toujours un gros match en Italie. Et après, c'est aussi ce qui fait la problématique actuelle des droits télé. C'est-à-dire que maintenant, qui va regarder le football belge? Qui va regarder le football français? Qui va regarder le football suisse ou portugais? Il y a toujours mieux Moi, à je suis pas regarder. d'accord avec ça, mais on pourra en parler des heures si tu veux. Mais, Bon, on a le j'ai temps, envie hein, de après, croire voilà, hein, c'est comme tu ouais, veux, mais hein, mais j'ai envie de croire que vous, en tant que Belge, je sais pas, si tu supportes une équipe ou si tu as grandi en regardant le championnat, moi, jamais de la vie, mais jamais de la vie, tu m'entendras,
dire que la Ligue 1 c'est nul, par exemple. Ouais, bien sûr. Pour 2 raisons. C'est que je suis amoureux de ce championnat, quitte à ce que ça me rende, peut-être pas objectif sur sa qualité propre, si tu Mmh mh. veux, mais parce que c'est le truc avec lequel j'ai grandi. C'est un membre de ma famille, la Ligue 1. Tu vois ce que je veux dire? C'est si j'ai un cousin ou un je vais même te dire plus, si c'est comme un frère et si mon frère, il devient un peu con de temps en temps, ça reste mon frère, tu vois? Et la Je vois Ligue ce 1 que tu pour veux moi, dire. c'est ça aujourd'hui. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un moment où, je pense qu'il faut être honnête et que, dire que, les joueurs de Ligue 1 sont nuls, par exemple, je suis désolé, mais c'est ne rien connaître au Ouais, football. non, ça c'est clair, Tu peux ça c'est dire que clair. ça te plaît pas, tu peux dire que tu préfères regarder les matchs anglais pour je ne sais quelle raison et cetera. Mais les gens qui me disent que, les joueurs de Ligue 1 sont nuls, comme les gens qui me diraient, parce que les gens maintenant, en France savent que parfois je travaille en Belgique et cetera, me diraient: «Ouais, mais, en Belgique, à part à Bruges, ils savent pas jouer au foot». Enfin, je veux dire, il faut vraiment jamais avoir, aimé le foot ou jamais avoir touché un ballon ou jamais, ne pas respecter le sport en général pour dire que c'est nul. Après, je comprends le manque d'attrait, mais tout ça, c'est pour moi, c'est des contraintes qui sont à la limite plus marketing que sportives, si tu veux. Ah, bien sûr. Bah, c'est vrai que maintenant le fait que les clubs deviennent des marques joue aussi beaucoup sur le fait leur représentativité. Je sais pas si ça se dit comme ça, mais sur le fait que maintenant les jeunes vont s'identifier. Enfin, moi quand j'étais petit, je m'identifiais à Dante Brogno au Sporting de Charleroi. J'étais un fan du Sporting. Quand on avait la possibilité de faire un petit stage de foot où ils venaient nous parrainer, où ils venaient taper la balle 2 minutes avec nous, on était les plus amoureux. Maintenant, les gens, ils veulent voir du Mbappé, ils veulent voir du Neymar. On a peut-être ce côté aussi où on a moins envie de voir le gars de proximité et peut-être plus envie d'aller voir la grosse star directement parce qu'elle est plus présente sur les réseaux, parce qu'elle est plus présente un peu partout. Tu penses pas que ça a changé peut-être aussi un petit peu au niveau des mentalités? C'est possible parce que, bah, après, j'ai envie de te dire, tu parles des réseaux, je pense que les réseaux, c'est comme tout, il y a du positif et du Ouais, bien sûr, négatif. bien sûr. Le grand positif, c'est que ça a pu rendre, quand c'est bien utilisé, les joueurs un peu plus accessibles, tu vois? Je sais pas si tu es un petit, je sais pas, je prends, le pays d'où je viens à moitié, mais tu es un petit Vietnamien, tu es fan de Kylian Mbappé, bah, si tu as Instagram, tu peux essayer d'avoir l'impression d'avoir ces trucs de proximité-là. Après, on touche un peu au corps de notre métier, selon moi, quand tu dis que, je sais pas, peut-être que aujourd'hui, les joueurs de Charleroi te font moins rêver que quand tu étais gamin. Je pense que c'est aussi parce que, les histoires qu'on raconte ou, la latitude qu'on a dans, les reportages qu'on peut faire, les interviews qu'on peut faire, les histoires qu'on peut raconter, les relations avec les joueurs sont plus les mêmes aujourd'hui. Franchement, enfin, c'est un truc où, quand tu parles à des mecs qui étaient journalistes, je sais pas, chez Canal il y a 20 ans, ils te disent que la veille d'un match, ils pouvaient appeler un coach pour, poser une question Bien pour sûr. faire une interview, tu vois? Je te dis pas que c'est bien ou pas bien, que ce soit verrouillé aujourd'hui ou pas, parce qu'au final, ça a changé comme ça c'est comme c'est et on va pas refaire le monde, tu vois? Mais, je pense que, les fautifs aussi dans l'histoire, c'est aussi les clubs, c'est aussi les organigrammes des clubs. Ouais, il y a vraiment une enfin, on en parlait ça avec Aurélie qui aussi, voulait faire des dossiers un peu plus grands. Elle disait: «Bah oui, Eden Hazard, on a pu l'avoir, mais on a le droit à 4 questions pendant 5 minutes. C'est verrouillé par le club, on peut pas poser telle ou telle question». C'est vrai que c'est plus difficile d'avoir vraiment des vrais avis, des vrais insights de joueurs maintenant. Qu'un joueur se livre, ça devient très difficile. Ouais, ça devient difficile, à cause des clubs, comme on dit, à cause aussi des réseaux sociaux, dans le sens où tu sais très bien qu'un prenons l'exemple d'Eden, parce que tu en parles, si Eden te donne 4 heures d'interview et que, des comptes, Twitter ou Instagram qui ont des millions de followers décident de retenir un demi-mot et une Ouais, bien sûr. demi-phrase de ce que tu as raconté et que derrière le gros titre c'est, Eden Hazard, passion burger, alors qu'il t'a raconté 3 heures 35 de choses très intéressantes. Il y a aussi ce côté-là où c'est difficile pour le joueur de se dire: «Ah bah, je veux le faire, quoi». Donc je pense que c'est à la fois, au club, aux joueurs, aux attachés de presse, aux agents d'entendre qu'il y a des journalistes qui sont intelligents et qui ont envie de s'intéresser à leur poulain, et que ça comporte des questions qui sont agréables, d'autres qui le sont moins. Je pense que ça fait partie du jeu. En revanche, c'est aussi, à nous journalistes et à nous utilisateurs de réseaux sociaux, d'arriver à aller au-delà de, ces titres un peu putaclic qu'on nous propose, de pas consommer ces trucs-là. Je pense que c'est aussi une question d'éducation, tu vois? Aujourd'hui, j'ai pas la chance d'avoir d'enfant encore. Heu, si mon enfant, il aime le foot et j'espère qu'il aimera le foot, ma fille ou mon fils, il y a un moment où, quand il consommera de l'information ou quand on lui racontera des histoires, j'ai envie de lui dire: «Voilà, ça, tu cliques et tu vas plus loin. Tu t'arrêtes pas là», tu vois? C'est des trucs aujourd'hui, il y a des gens pour qui les sources d'information, c'est ce dont on vient de parler, tu vois? Ouais, bien sûr.
bien sûr. Et c'est vrai qu'après moi, à la base, c'était pour ça que j'avais envie de créer ces petites émissions. C'était justement pour aller un peu plus profondément, dans les avis des gens, pour en avoir un peu plus sur, leur vie, sur leur façon de travailler. Quand on avait eu Christian Cabasele qui était venu, beh, c'est quand même un gars qui est Diable Rouge, qui joue en Première Ligue. Il est resté avec nous 1 heure, et du coup, on a vraiment beaucoup plus d'informations sur comment ça peut se passer en Première Ligue, à quel point ça peut être difficile psychologiquement. Parce que du coup, on a toujours les paillettes, les beaux moments, on nous vend à chaque fois du rêve. Après, quand il nous avait expliqué l'histoire où il y avait un match où il avait fait un penalty plus une carte rouge, machin, où du coup, le match d'après, il était déjà sur la sellette parce que c'est comme ça en Première Ligue. On s'en rend pas forcément compte si on n'a pas le temps de parler avec les gens. Si on Ouais. prend la question habituelle, il va dire ah ouais, j'ai fait des erreurs, mais bon, l'important c'était les 3 points. La semaine prochaine, on va tout donner pour récupérer encore ces points. Enfin, voilà, c'est aussi le fait de, on prend plus forcément le temps, et j'ai l'impression qu'au football, on le prend encore moins maintenant. Bah, c'est le sport, j'ai envie de te dire, en tout cas en Europe, qui est le plus touché par, ce manque d'accessibilité, et ce côté, vraiment difficile par rapport à la communication, par rapport aux demandes d'interview et cetera. C'est un calvaire, hein. Ouais, je me doute que quand vous devez essayer d'avoir des gens, même ne fût-ce que pour embellir une histoire ou pour pouvoir l'approfondir, ça doit être aussi un calvaire pour réussir à attraper. Tu le vice du truc, c'est que tu as toujours un attaché presse qui va te trouver, qu'en 2015, SoFoot a fait un tweet sur, un raté d'un joueur ou un truc comme ça, ou qu'un article a été publié sur le site. Enfin, tu vois, c'est super, touchy parce que, tout le monde se vexe, tout le monde, cherche, des bonnes excuses pour que ça aboutisse pas, en fait, si tu veux. Donc Bien sûr. c'est souvent compliqué. Mais ça rend du coup une bonne interview encore plus jouissive, quoi, Ah, bien concrètement. sûr, bien sûr. Et c'est vrai que quand du coup, tu peux avoir le temps, parce que le temps, on en parle ici au niveau du journalisme, mais c'est aussi ce qui se passe dans beaucoup de choses, dans beaucoup d'autres points du football. Je veux dire, maintenant, tu n'as plus le temps en tant qu'entraîneur de réussir à mettre ta patte dans une équipe. Tu n'as plus le temps en tant que joueur de te développer dans une équipe. Même chose pour les recruteurs. Si un recruteur est engagé, il doit avoir des résultats avec des joueurs qui soient bankable. Dans les 6 mois, dans les 1 an, ils n'ont pas le temps d'aller prospecter un peu toutes les écoles de jeunes. Et c'est ça aussi qui est un peu dommage maintenant au football, c'est que vraiment on est dans l'immédiateté, il faut que ça marche tout de suite. Et Ouais, c'est ça. les clubs qui arrivent à prendre ce temps, à se dire voilà, peut-être que pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, on va vraiment avoir difficile, ben peut-être qu'après justement ça pourrait leur permettre d'aller mieux. Moi je prends ici le cas de Manchester United où Solskjaer, on lui a demandé sa tête depuis 1 an. Force est d'admettre qu'ici, il a eu les 2 3 transferts qu'il voulait, ça commence à tourner, l'équipe commence à refaire un peu peur. Voilà, il n'y en a pas beaucoup qui auraient donné cher de la tête de Solskjaer il y a 6 mois, et pourtant maintenant il est sur une super série, quoi. Ouais, très clairement, c'est le souci. Donc voilà, c'est vrai que ici on prend, bah, il y a le cas de Barcelone ici avec Setien qui a pas forcément facile pour l'instant avec son équipe, avec le cas Griezmann aussi où on en a encore beaucoup entendu parler. Bon après ça, voilà, on sait pas trop ce qui se passe derrière, mais je sais pas si toi tu as quelque chose à dire par rapport à ça, mais c'est vrai que je sais pas si tu as suivi un peu plus le cas Griezmann ici, parce qu'ici c'était quand même assez représentatif quoi malheureusement pour Et lui. en fait, pour moi, tu en reviens toujours, aux réseaux sociaux dans l'absolu. Parce que, au final, voilà, Griezmann, il se passe ce qui se passe. Aujourd'hui, il y a eu 300 000 tweets avec la vidéo de Simeone, dont Ouais, tu voyais l'espèce de réaction, dont au final, tout le monde a donné son interprétation, mais personne ne sait réellement ce qu'il disait. c'est ça. Et, et je vois qu'il y a une question sur le côté, là, tu vois, qui parle aussi des réseaux sociaux. Je ne sais pas si tu as vu ce qui s'est passé avec le nouveau head of business de l'OM. Ouais, 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 Ça, pour moi, on est encore une fois dans ce qui se fait de pire sur les réseaux sociaux et dans le c'est supportariat, si tu veux. c'est ça. C'est que en vrai, là, on parle de la vraie vie, tu vois? On parle d'un mec qui a candidaté à un travail et en gros, le travail, c'est sa vraie vie, tu vois? C'est pas Twitter, c'est pas les réseaux C'est sociaux. ça. C'est que probablement, ce mec-là, il est père de famille. Il a candidaté à un job dont moi, supporter de l'OM, je souhaite juste un truc, c'est que le gars, il fasse le mieux son job possible. Et au final, là, il y a des gars qui ont fait des faux tweets sur le fait qu'il insultait l'OM, et cetera. Bon, il y a un seul truc sur lequel, pour répondre à la question de Rekia12, je trouve qu'il a fait un peu de la merde, ce gars-là. C'est que quand tu candidates à un tel job et que tu sais le passif, tu connais la passion des supporters de l'OM, et cetera, tu fais le tri sur tes réseaux sociaux. Ouais, J'aurais candidaté à ça, j'aurais eu la chance qu'on me prenne. Je crois que je dois avoir 40 000 tweets, je te jure que je les aurais tous relus un par un, tu vois. Mais en vrai,
Par contre, derrière, tu es sur, voilà, sur un truc où les gens se déchaînent sur un gars, dont au final, tu t'en fous tant qu'il se fait son taf, tu vois? Ouais, bien sûr, bien sûr. S'il faut, si ça se trouve, le jardinier de l'OM qui fait une pelouse parfaite, il est supporter du Stade de Reims Ouais, et c'est moi, ça. en tant que supporter de l'OM, j'en ai rien à branler, en fait. Bah, c'est ça, bien sûr. Mais voilà, c'est, chacun a son avis là-dessus, mais vu qu'on posait la question, je trouve ça très triste personnellement et très triste de voir que, même certains journalistes ou des trucs comme ça disent que c'est un fail de l'OM, si tu veux. Ouais. Comme si, en gros, quand tu passes un entretien d'embauche, je sais pas si demain, le Sporting Charleroi me propose, je sais pas, de gérer leur communication, la première question qu'ils vont me poser, c'est pas de savoir si je suis compétent, mais c'est de savoir si je suis pas supporter du Sporting, tu vois? Ouais, c'est ça. À un moment où, en fait, c'est du travail, quoi, tu Bien vois? sûr et puis, tu peux avoir évolué aussi en plusieurs années. C'est pas parce que tu as dit quelque chose en 2015 que tu le penses encore en 2020 ou Après, non, mais si ce gars-là est supporter du PSG, il est supporter du PSG, c'est un autre problème, j'ai envie de te dire. Mais enfin, je sais pas si, il y a 10 ans, j'avais dit, «Ouais, la RTBF, c'est de la merde, Michel Lecomte, il est bête». Heu, Pourvu que Michel me trouve pertinent et que, j'ai été bon et que, ça se passe bien, j'ai envie de te dire, c'est pas grave, tu vois? ouais, bien sûr, bien sûr. Après, il y a un moment, faut dissocier le football des réseaux. Mais c'est le cas qu'il y avait eu avec Thomas Meunier aussi, qui s'est mis, à dos tous les supporters du PSG avec, un like d'un tifo, de Non, mais l'OM. à la limite de la question philosophique, c'est aujourd'hui, est-ce que pour les jeunes, je me mets dedans, hein, je suis pas encore très vieux, tu peux dissocier le football des réseaux sociaux? Ouais. Est-ce qu'il faut l'homme de l'artiste, quoi? C'est un peu, c'est vrai que tu as raison, c'est compliqué maintenant. Les jeunes ne vivent plus que quasiment à travers les réseaux sociaux. Je veux dire, Il y a des Simon gens qui disent qu'ils ont vu des matchs parce qu'ils ont vu 3 actions sur tout à Twitter, fait. tu vois? Oui, parce C'est pas qu'ils disent qu'un joueur n'est pas bon parce qu'il a pas une bonne carte à FIFA. Il y a aussi ouais, ça, voilà, enfin ou qu'il a pas eu une bonne cote à un match ou des trucs comme ça. Enfin, tu vois, c'est et quand on même compliqué. Mais c'est un débat dans lequel j'ai presque envie de te dire que j'ai pas envie de rentrer dans le sens où, on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais d'un autre côté, j'y participe aussi parce que je suis sur les réseaux sociaux et que, si, je faisais pas ma grande gueule, au final, bah, je devrais juste supprimer mon compte Twitter, supprimer mon compte Instagram et ouais, bien puis, sûr, regarder mes matchs de foot tranquille sans, mettre un commentaire quand, il y a un mec de l'OM qui fait de la merde, tu vois? Donc je participe à ça aussi. Mais, c'est comme tout, c'est l'extrême qui est dur, quoi. c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai que comme tu dis, il y a des gens qui vont peut-être, se faire un avis parce que quelqu'un a dit que, tu as dit qu'aujourd'hui, Valère Germain a fait un match, de merde. Quelqu'un va dire: «Ouais, mais de toute façon, il est nul parce que regarde, on a dit qu'il avait fait un mauvais match» et c'est vrai que ça peut vite prendre la boule de neige comme ça et effectivement, Thomas Meunier là qui est parti à Dortmund, je pense que pour son calme des réseaux sociaux, je crois qu'il devait pas souvent lire son fil Twitter en fait parce que dès qu'il mettait une demi-info, c'était la foire derrière. Mais voilà, je pense que effectivement les réseaux sociaux et les joueurs de foot, c'est un très bon outil de communication pour eux. Ça leur permet d'avoir de la visibilité, mais derrière, c'est pas forcément facile à pouvoir gérer tout ça non plus après coup, quoi. Une fois, maintenant, on va peut-être parler un peu plus du côté. Ben, tu parlais donc de Michel Lecomte et de Benjamin de Senac. Ça s'est passé comment ton invitation à travailler pour la Coupe du Monde à la RTB? Heu, Comme, beaucoup, de trucs, dans ma vie, il y a une part de bol, je pense et une part de j'ai dû être sympa à un moment, je pense aussi. Hem, Mon premier souvenir à la RTBF, c'était, je pense, j'avais 19 ans, un truc comme ça. J'avais été invité, à la tribune parce que, on parlait d'Eden Hazard à l'époque où il était à Lille. Mmh. J'avais croisé, Michel et Benjamin, sur un voyage de presse à l'époque où, les Pays-Bas et la Belgique voulaient faire une candidature commune pour, une coupe du monde, je crois, si je dis pas. C'était mon mémoire, d'école ça d'ailleurs. Voilà, donc je les avais rencontrés à cette époque-là. J'avais fait un plateau, sur Eden avec, un immense personnage du journalisme français qui est Vincent Duluc. Mmh. Voilà, pour moi, c'était un monstre à l'époque, hein, parce qu'on est quand même sur un mec qui, écrit avec une qualité, difficilement égalable. Et on est toujours plus ou moins resté en contact parce que, moi j'ai une mini histoire avec la Belgique, c'est que quand j'étais jeune, je jouais beaucoup au foot à un niveau assez correct et je suis venu plusieurs fois faire des tournois, dans une petite ville qui s'appelle Oupeye à côté de Liège. Mmh. Voilà et donc j'ai toujours bien aimé la Belgique, je m'y suis toujours senti à l'aise et je me suis toujours dit que j'aimerais bien y bosser un jour
Et puis, en gros, ça s'est accéléré tout ça quand, je pense Benja a su que, je travaillais plus pour SoFoot et il m'a demandé si, je voulais faire la coupe du monde avec eux. Mais je pense que d'abord, il devait s'assurer que j'étais pas trop nul parce qu'en vrai, il y a un monde entre, écrire correctement et être, pertinent et dans son élément à la télé. Bien sûr. Donc j'avais fait un espèce d'essai, je dirais, sur, Belgique-Mexique, je dirais. C'était octobre 2017, je pense. Mmh. Et je crois que j'ai donné satisfaction. Donc voilà. Après, tout s'est enchaîné, je dirais. Ouais. Bah, du coup, c'est cool parce que nous, enfin, moi en tout cas, j'ai lu que du bon, sur toi, quand on était sur les réseaux, quand on regardait, aussi la coupe du monde et tout ça. Bon, forcément, il y a eu un moment où on t'aimait un peu moins, on t'a tous un peu moins aimé, mais ça voilà, on peut pas t'en vouloir. On aurait été sur le plateau de Téléfoot au moment où les Belges éliminaient la France en demi-finale. Je pense qu'on aurait fait aussi la même chose. Mais justement, cette demi-finale, toi, tu l'as vécu comment là-bas sur place? Je pense qu'il ne faut pas avoir peur des mots. Professionnellement parlant, c'est dans le top 3 de mes pires souvenirs, je pense. Ouais. Pour, une raison bien particulière, c'est que, pour moi, un match de foot, ça se vit, ça se réfléchit pas, tu vois? Mmh. Et je pense que, mes collègues pourraient confirmer et je leur demanderai de confirmer si jamais c'est remis en doute sur les réseaux sociaux. Mais, quand, Samuel Umtiti a marqué son but, on regarde tous le match dans une salle où, on travaille avec les monteurs qui font un super boulot pour faire les palettes et cetera. Je sais pas, on est une dizaine dans la salle, en train de se goinfrer, de M&M's bleus à l'époque. J'ai pris 4 kilos pendant cette coupe du monde, je tiens à le dire. Et quand Samuel Umtiti a marqué, je suis sorti de la salle en marchant pour ne pas célébrer le but devant mes collègues. D'accord. Pour te dire le degré de respect que j'avais envie de mettre, C'est fair play, c'est fair play, les 2. c'est fair Parce play. que, et c'était très dur parce que quand ton équipe marque un goal, franchement, enfin, ça peut être, toi avec des copains, un tournoi de foot, Ouais, ton équipe de championnat, et j'ai presque envie de te dire encore plus quand tu joues une demi-finale de coupe du monde encore plus tendue, tu as envie de crier et même je vais aller plus loin, tu as envie de te moquer un petit peu parce bien sûr. que ça fait partie du Ça football ça fait aussi, tu partie vois? du supporter, oui, c'est le kit du supporter Voilà. et c'est Franchement, j'avais pas envie. J'avais pas envie et du coup, quand je te dis que c'était un moment difficile professionnellement, c'est que, j'ai pas kiffé, en fait. ouais, forcément. J'ai pas kiffé parce que, j'étais avec mes potes, tu vois? Vraiment, j'ai noué des liens, forts avec ces gars-là et que, il y a une partie de moi qui avait vraiment envie de se mettre à poil et l'autre qui était pas déçu parce que, tu vois, je vais pas faire, le truc, je vais pas vous dire: «Ouais, maintenant je suis belge» et cetera. Je suis français, je commenterai l'Euro 2021, je serai pour la France, il y a pas de souci. Mais il y avait du respect, tu vois? Je pense qu'il y a plein de gens qui ont vu ma réaction, quand, sur le but, contre le Japon, tu vois? Ouais, bien C'était sûr. archi genre vraiment, c'était pour la Belgique, tu vois? Mais du coup, c'était dur et ce qui a été dur aussi, c'est de me prendre un peu dans la face. En fait, j'ai un peu réalisé à quel point, l'antagonisme était existant à ce moment-là. C'est-à-dire que c'est peut-être naïf de ma part ce que je vais te dire, mais moi j'ai, 28 ans aujourd'hui, 29 à la fin de l'année. Hem, j'ai jamais, été irrespectueux envers les Belges et au contraire, j'ai presque envie de te dire, pour moi, vous êtes des cousins, tu vois? Je sais pas, j'ai toujours bien aimé le foot belge, il y a des footballeurs belges que j'aimais beaucoup, j'ai grandi avec Daniel Van Buyten, je sais pas, j'écoute du rap belge, pour moi, c'est une culture qui est archi riche, enfin, je sais pas et en fait, si tu veux, en préambule de ce match, j'ai vraiment pris dans la tête des trucs archi anciens et un peu nauséabonds, tu vois, des trucs entre nos grands-parents, j'ai envie de te dire, tu Ouais, vois. ouais. Et en fait, c'est là, ça existe, c'est vrai, mais ça m'a un peu fait chier, quoi, pour être honnête. Ouais, c'est vrai que tout est ressorti à ce moment-là. Enfin, après, voilà, quand on dit, «Vous avez le seum» et tout, oui, enfin, je veux dire, faut pas Mais être, attention, forcément ne on m'emmène pas l'avait, mais ça restait bon enfant. m'emmène pas dans ce versant-là de la colline où les Français sont archi débiles avec l'utilisation du drapeau belge, par Ah exemple. non, bien sûr, mais je veux Non, dire, mais c'est un truc, je moi je vais pense te que dire. là, pour le coup, tu peux espionner mon compte Twitter jusqu'au bout. Je crois que j'ai jamais fait une vanne là-dessus. Ah non, non, mais Mais c'est pas dans ce sens-là. C'est vraiment dans le sens où je comprends tout à fait que, enfin, on l'avait, on était dégoûtés forcément, et que c'est normal, comme tu dis, de titiller derrière et de faire ça. C'est juste que, comme dans tout, et surtout sur les réseaux sociaux, il y en a toujours qui vont un peu chercher trop loin, qui vont exagérer, puis ça part en insultes dans tous les sens. C'est aussi le problème. Mais après, voilà, si on revient sur le match, pour moi c'était 50-50. On savait que celui qui gagnait la demi-finale là était champion du monde, quasiment en tout cas.
parce que derrière, la Croatie était carbonisée. Mais oui, donc je pense qu'il y a vraiment eu une Mais tu vois, j'ai déception. écouté et je crois que mon ami Noé Bever a une super archive de moi à ce moment-là. Ouais, J'ai plus été touché quand j'ai entendu 50 personnes fêter le but de Perisic à la finale. ouais, Tu vois, ça, en fait, je me suis dit, en fait, pendant tout France-Belgique, je me suis retenu de vous montrer ma joie. Et là, en fait, vous me pissez dessus sur une égalisation, alors que vous savez que c'est un truc qui compte à archi pour moi, tu vois. ouais, bien sûr. Alors que pour vous, c'est juste une défaite de la France, tu vois. Ouais, c'est ça. Ça, je l'ai archi mal vécu, tu vois. Donc, franchement, ça, c'était dur. Ouais, je veux bien croire. Mais du coup, en plus, ça doit être encore plus difficile quand derrière, tu dois encore être objectif et pouvoir donner ton avis sur le match, alors que tu sais que tu dois trembler parce que tu te dis que la deuxième étoile, elle arrive, que le match, il est super important, que tu vois qu'il y a ça, que la Croatie qui revient tout doucement. Bon, après, voilà, le match, c'est vite bloqué pour la Très France, franchement, je mais pense que c'était objectif pendant toute la Coupe du Monde, mais que le plateau de la finale, mec, j'étais à moitié en train de chialer, etc. Il y avait que de la passion, tu vois. Mais d'un autre côté, je pense que c'est aussi ce que les gens ont bien aimé avec cette équipe-là en particulier pendant toute la Coupe du Monde, c'est que pour moi, la déontologie journalistique et le fait de ne pas prendre parti et tout, c'est un truc qui est super important. Mais quand tu es sur une compétition comme une Coupe du Monde, pour moi, il n'y a pas de honte à ce que tu vois une image de Benja et de Fred Wassège en train de célébrer un but de la Belgique, tu vois. bien sûr, bien Je sûr. trouve que ça montre un truc qui est super positif, c'est que ces gars-là, en fait, ils aiment le foot. C'est ça, Ils aiment, c'est ça. ils aiment leur équipe nationale. Et en vrai, tu peux pas leur reprocher, surtout ce que tu peux pas reprocher dans la foulée à Thomas Châtel de ne pas avoir eu une analyse objective si il y a un diable qui n'a pas été bon, tu vois. Bien sûr, Mais bien sûr. pour moi, c'est deux degrés d'analyse qui sont super différents en fait. Mais surtout dans une coupe du monde où tu sais à quel point c'est important pour les gens parce que voilà, t'as la moitié du pays qui était dehors en train de célébrer chaque match. Le but contre le Japon, je crois que ça a résonné dans tout le pays et on se rend compte à quel point le foot est important et du coup d'autant plus dans les trucs comme ça. Et je pense que honnêtement, personnellement, j'en voudrais aux journalistes qui ne soient pas plus euh, subjectif sur un match comme ça. Je veux dire, quand on voit Philippe Albert, d'ailleurs, c'est une de mes alertes ici sur le stream, mais quand on voit Philippe Albert qui n'en peut plus lors du match contre le Japon, c'est ça qu'on veut voir, quoi. C'est un des plus beaux souvenirs. C'est quand on entendait plus jeune, quand c'était Franck Baudon qui était aux limites des larmes quand il parlait de certains matchs. Mais oui, c'est ça qu'on veut voir aussi, forcément. Forcément, je pense que c'est J'ai important. envie de te dire encore plus pour ceux qui ont la chance d'être dans le poste de commentateur comme Rodrigo ou comme Philippe, c'est eux qui sont là pour transmettre l'émotion du Bien terrain, sûr, tu vois. tout à fait. On aime ou on n'aime pas, mais chez nous en France, la doublette Thierry Roland, Jean-Michel Larquet, tu vois, elle a produit des commentaires iconiques. C'est des gens qui ont suivi l'équipe de France depuis des années et des années. Et quelque part, limite, quand on gagne en 98, tu vois, je suis presque content pour eux parce que les gars, tu vois, ils méritent aussi, ils font Ouais, partie de bien l'équipe. sûr, bien sûr. Mais ils font partie de l'équipe. Enfin, ça a été assez clair pour la Coupe du Monde au Brésil, où c'était plus le cas de Belge, mais Vincent Lagendries était vraiment au bord terrain tout le temps. Et t'as limite l'impression qu'en fait, il faisait partie de l'équipe. C'est lui qui avait les interviews des joueurs, c'est lui qui avait les réactions, c'est lui qui était en direct sur le bord terrain. Et on peut se dire qu'il est quasiment avec. Et c'est normal que quand on voit qu'on perd contre l'Argentine, un match complètement foireux, mais que tout le monde est aux larmes et qu'il n'y a personne qui a envie de parler et que juste tout le monde est ultra dégoûté, mais pour moi, c'est normal, quoi. Pour moi, c'est tout à fait normal. Et c'est une complicité qui se crée. Et j'ai envie de te dire encore plus pendant des compétitions où tu es en vase clos pendant Bien sûr. un mois et demi, que tu vois pas beaucoup ta famille, etc. Bah, ça rapproche. Et franchement, ça donne souvent des bons moments, tu vois. Donc, Non, mais enfin, c'est clair que c'est vraiment quelque chose qui est super important et c'est là qu'on voit toute l'importance de ces grandes compétitions, que ce soit l'Euro, que ce soit la Coupe du Monde, quand on voit à quel point enfin, les gens prennent ces compétitions à cœur, alors très souvent dans le bon sens, de temps en temps dans le mauvais malheureusement, mais quand c'était la Coupe en France, quand tout le monde sortait partout, quand c'était la grande fête à Lille, quand les Belges y jouaient, que voilà, enfin, je pense que les gens se rendent pas peut-être pas assez compte à quel point ces événements sont extrêmement importants et que voilà qu'il y a moyen de faire à chaque fois la fête, de passer des bons moments. Après voilà cette compétition qui est entre la France et la Belgique, des fois ça peut être marrant un petit peu, mais sur le long terme quand ça va un peu trop loin, c'est toujours un peu plus délicat. Mais voilà, je pense qu'ici pour le prochain Euro, moi c'est ce qui me faisait un petit peu peur aussi, c'est le fait que l'Euro se passe dans plein de pays différents.
Et j'ai un peu peur que justement il y ait plus ce côté, enivrant de la fête, où tout le monde va un peu près des stades, quelques jours avant, quelques jours après, où il y a vraiment une grosse ambiance. Est-ce que toi, t'en penses quoi justement de cet Euro où, on va aller un peu dans tous les pays d'Europe, pour jouer nos matchs? Ah, on en parlait en tout début, hein, c'est aussi des questions d'argent qui sont là, tu Bien vois. sûr. Après, en tant que consommateur de foot, euh, il y a un côté un peu cool, je trouve, de pouvoir se dire, je vais faire un week-end en Europe un peu à la carte et je découvre une ville et je vais voir un match, tu vois. Genre Bilbao, c'est une ville qui est archi chouette. Il y a des... Je parle pas de Bakou parce que ça va m'énerver, voilà. Mais par contre, ouais, tu me dis, moi j'ai vécu l'Euro en France, je l'avais couvert pour SoFoot, c'est la dernière compétition que j'ai couvert pour SoFoot. Et c'était cool, franchement, de voir. Moi, j'habite à Paris depuis 28 ans. Je suis content, tu vois, de voir dans le bar dans lequel je vais tout le temps des supporters, des trucs, c'est quand même qui sont archi cool. Donc moi, c'est un truc qui va me manquer. Après, si tu as la chance de faire demi-finale, finale, tu peux aller à Londres. Je pense que Ouais, tu peux te boire des petites chopes tranquilles et faire la fête, ça va être bien. ouais, c'est clair. Et c'est une question qui cherche à me mettre dans la panade sur Bakou. Je pense que pour avoir commenté la finale de Ligue Europa, notamment dans les conditions de voyage que ça a été quand même un peu très compliqué, pas super écolo, ça coûte beaucoup d'argent. Et surtout, j'ai pas l'impression qu'on soit sur une terre de foot extraordinaire, tu vois. Donc c'est Non. pour ça qui me dit que j'ai rien avec l'Azerbaïdjan, hein, j'adorerais visiter ce pays, mais peut-être dans d'autres conditions. Ben ouais, après le fait que nous, on n'arrive pas à avoir un un terrain ou un stade pour pouvoir accueillir un match d'Euro, c'est quand même aussi très problématique et ça montre un peu tous les problèmes politiques qu'on peut avoir aussi en Belgique. Mais bon, on va pas parler politique en Belgique parce que sinon là, c'est moi qui vais être un peu plus nerveux. Mais non, mais clairement, après, quand tu dis les demi, les finales à Londres, ça peut vraiment faire un chaudron. Enfin, si on a les quatre bonnes équipes, si on a quatre top équipes qui peuvent arriver là, ça peut être vraiment aussi la folie pendant une semaine, Il y quoi. a des trucs un peu mythiques dans le foot, et franchement, quasi top 1 souvenir de ma vie, j'ai vu le quart de finale de l'équipe de France au Maracana contre l'Allemagne en 2014. Ouais. Enfin, un meilleur souvenir. Le sportif est un peu plus triste, hein. Mais je pense que tes supporters, tu fais une demi-finale de ton équipe en Euro à Wembley, c'est bien, tu vois. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est T'as déjà un été petit au peu. nouveau Wembley? Absolument pas. Ouais, j'ai été voir un Tottenham-Liverpool. C'était au Ouais. moment où Tottenham n'avait pas encore son stade et donc mais c'est ultra impressionnant. Enfin, c'est énorme, quoi. On se rend pas compte enfin, après ça a été à Maracana, tu vois la différence, mais c'était ça peut être vraiment un chaudron fabuleux et un Angleterre-Allemagne là-dedans, ça pourrait être costaud pour les quarts de finale. D'ailleurs, t'es favori pour l'Euro? Ah, franchement, là, maintenant, c'est compliqué parce que tu vois, typiquement, avec les blessures, les trucs comme ça, c'est injugeable. Franchement, je vois pas pourquoi si. Je te dis pas que ça va être le beau jeu de fou, hein, mais je vois pas pourquoi la France serait pas dans les favoris, hein, je vais pas te le Pour cacher. moi, ils sont favoris numéro un. Pour moi, c'est eux qui ont l'équipe la plus solide, enfin, défense, milieu, attaque. C'est pour moi, si tout le monde est en forme, ça peut Totalement vraiment être. vraiment avec United. On a quand même pas mal d'atouts à faire valoir. Je trouve que, franchement, Dieu sait que c'est une souffrance pour moi de parler de cette équipe, mais je trouve que le Portugal est une équipe assez sexy aussi. Ouais, ouais. Ouais, là, je vois quelqu'un qui me dit France-Allemagne, je suis même pas sûr que l'Allemagne passe la poule du coup. Non, l'Allemagne, par contre, va avoir pas mal de difficultés, je pense. Je pense que Voilà. pour eux, ça va être compliqué, même si il faut jamais les sous-estimer parce qu'ils peuvent toujours nous Ouais, mais c'est sortir pas quelque les chose. hein, les Anglais qui seront là avec une finale à domicile, hein, en vrai. Bien sûr, bien sûr. Surtout que les Anglais commencent à avoir aussi une génération qui commence à être beaucoup plus sexy. La demi-finale qu'ils ont fait en Coupe du Monde, bon ok, ils ont eu un tableau qui était beaucoup plus ouvert et ils se sont fait ratatiner 2 fois par la Belgique, mais ils ont quand même une équipe qui commence tout doucement à remonter pas mal. Donc Je vois notre ami Foot with Apero qui nous parle de l'Italie. Pour moi, et je suis à moitié italien, hein, mais c'est une équipe où il y a beaucoup de talent, mais ça va manquer d'expérience, je pense, pour cet euro-là, ouais, ouais. et de caisse un peu physique. Et puis pour finir, la Belgique, en vrai, hein, parce que vous avez mon joueur préféré dans votre équipe, donc je pense que vous pouvez gagner aussi encore. Ouais, après, pour nous, ça commence déjà à être un sacré compte à rebours parce que là, pour l'Euro 2021, je crois qu'on est sur une moyenne d'âge de 30 ans ou 30 ou 31 ans
sur l'équipe type des Diables Rouges. Donc la génération dorée, là, on est à la fin. Donc si malheureusement on n'arrive pas à faire quelque chose ces deux prochaines compétitions, ça va être compliqué parce que la relève, ben, elle arrive, mais c'est pas non plus, on n'aura plus de Bruyne, Hazard, Lukaku en même temps sur un terrain. Donc ça risque peut-être d'être compliqué. Peut-être qu'ils vont s'en rendre compte, qu'ils vont se dire que c'est la dernière et qu'ils vont peut-être donner à fond. Je J'espère en tout cas. pense que c'est à leur rendre service que juste de parler de leur qualité et de pas parler de ça, tu vois. Ce compte à Ouais, rebours-là, est nocif. Franchement, tu vois, je pense que c'est pas bon. tu crois? Ouais, parce que je pense qu'ils sont déjà, ils sont, les joueurs sont au courant, hein, Ouais, bien à mon sûr, avis, bien sûr. que le temps passe. Et voilà, je pense qu'il faut se concentrer vraiment sur les qualités et peut-être sur les défauts de l'équipe aussi, mais voilà, faut laisser faire le terrain, quoi. Ouais, bien sûr. Surtout, enfin, après, comme on en parlait tantôt de la demi-finale de la Coupe du Monde, je pense que pour les Belges aussi, il y a un match qui a été horrible, c'est le quart de finale contre les Pays de Galles à l'Euro 2016. Je crois que ce quart de finale-là, je crois que c'est vraiment ce qui reste le plus au travers de la gorge, parce que c'était l'année où, franchement, on se sentait vraiment bon, on avait fait une bonne première partie, le match contre la Hongrie, ben, ça s'était pas déroulé parfaitement, et puis là, contre le Pays de Galles, où tu te dis que normalement, il y a que deux, trois joueurs qui peuvent vraiment faire la différence, et que tu te fais avoir, hein. Clairement, tu t'es fait avoir, tu t'es fait manipuler. C'était le moment où Wilmot était encore à la gestion de l'équipe, où voilà, il manquait peut-être un peu ce sens tactique que Martinez peut apporter. Mais c'est vrai que cette demi-finale-là, c'est celle qui reste encore en travers de la gorge. Maintenant, bon, je parle de cette demi-finale, mais je pense que pour toi, la finale, contre le poteau de Dédé et le but d'Elder, ça devait pas être le meilleur moment non Ouais, plus, quoi. je travaillais au stade et clairement, c'était dur. Ouais, parce que enfin, on a regardé, je regardais le film, le match en direct, et c'est vrai que, en plus, ce but, il vient de loin. Je sais pas comment il arrive à marquer cette frappe un peu premier poteau là, un peu surprenante que Loris arrive pas à avoir. Kenny qui monte un peu trop tard sur lui et puis voilà, hein, c'est Ouais, c'est ça. ça, c'est ça. Écoute, on va parler un peu d'autre chose aussi. C'est par rapport, mais du coup, tu as parlé un peu de l'équipe belge et tout, mais par rapport à ta vision du pays, de la Belgique. Donc tu disais que tu aimerais bien pouvoir y travailler encore un peu plus souvent. Est-ce que ça va encore revenir pour les prochaines années? C'est-à-dire? Est-ce que tu as encore des projets pour travailler en Belgique hors RTBF, ou bien ça sera vraiment encore consultance pour l'Euro 2000? Est-ce que c'était prévu déjà pour la 2020 que tu sois en studio avec Ouais, les... j'avais la chance d'être sélectionné. D'accord, J'avais reçu ma convocation. c'est ça. Donc, a priori, sauf si je fais une grosse boulette en Ligue Europa cette année, normalement, je devrais en être l'été prochain. D'accord, Voilà. Et il est possible que d'autres choses se passent. Voilà, je m'en tiendrai d'accord. là. On n'aura pas de plus d'informations. Tu auras peut-être plus d'informations mercredi prochain. D'accord. Il y a quoi mercredi prochain? Merde. Ok. Bon. On attendra ça avec impatience du coup. Et par rapport, donc du coup, on va revenir un peu plus sur la passion des supporters et on va passer un peu sur l'OM. Donc je sais que tu es aussi un très grand fan de l'OM. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué à l'OM. Ils ont pas mal de problèmes financiers. Ça parle d'un rachat saoudien, ça parle de rachat politique et des choses comme ça. Toi, t'en penses quoi là pour l'instant de la situation de l'OM qui pourtant a fait une belle saison cette année, hein, qui finit à une place très honorable et qui. Alors, je ne sais pas si ça trahit quelque chose ou si au final ça vient juste valider ce qu'on était en train de se dire en début d'interview. Mais je suis ça avec énormément de détachement, alors même que je rate rarement un match de l'OM et que je prends énormément de plaisir et je vis les matchs avec énormément de passion. Ok, C'est-à-dire que j'ai l'impression que je me suis rapproché du terrain et un peu éloigné du blabla. d'accord, Ça m'empêche pas d'avoir un œil ou un avis, hein, c'est pas le problème, je ne suis pas la question. Mais c'est vrai que je suis plus agacé qu'autre chose de toutes les tractations qu'il peut y avoir autour, etc. Voilà, j'ai moins de passion pour ça, c'est vrai. après, enfin, l'OM est un pays, enfin, est un club qui est très bankable au niveau réseaux sociaux. Donc, on fait une demi-news sur l'OM, ça peut tout de suite, ça peut être vite partagé, on peut vite en parler. Enfin, c'est un peu le problème aussi. Mais moi, l'OM, ça a toujours été des deux. Enfin, j'aimais bien l'ancien Paris, en fait, avec Paoletta, Ronaldinho. C'était pour moi, c'était le Paris que j'aimais vraiment bien. Maintenant, je préférais un peu plus l'OM si je devais parler vraiment en football. Mais
du coup, c'est quand même assez compliqué pour l'instant, pour l'OM de savoir un peu se projeter sur 1 an, 2 ans, 3 ans. On parle de 60 millions de déficit annuel, on parle de rachat à gauche, de rachat à droite, qu'on veut revendre, on veut pas revendre, il faut En revendre fait, des je pense joueurs. que je décide de me concentrer sur le terrain et de vivre les matchs avec passion et d'essayer d'aller au stade Vélodrome ou des choses comme ça. C'est juste en fait que, je sais pas, pour moi, ton club, c'est comme ta copine ou ton copain, si tu une fille ou je sais pas, en gros, c'est, comment dire, l'OM, je le connais par cœur D'accord? et, et m'a apporté énormément dans ma vie de plaisir, mais je sais toute la déception qu'elle est capable de m'apporter aussi ou la tristesse si jamais il me quitte, tu vois. C'est ça. Et en vrai, je pense que pour me prémunir de ce qui peut arriver, j'ai choisi le détachement, tu vois. Donc tu profites du match, tu profites de l'ambiance, mais tu t'occupes pas du reste. Je lis les résultats, je sais pas, je regarde les conférences de presse ou je lis les interviews, etc. Mais tu vois, je participerai pas à la sauce qui monte sur le hashtag vente OM, par Ouais, exemple. bien sûr, bien sûr. Bah, enfin, c'est plus du football à ce moment-là, on est plus sur, En fait, au fond, je suis comme tout le monde. Enfin, je subis. Tu vois, on subit tous. Non, mais voilà, c'est-à-dire que c'est pas en faisant un tweet ou en essayant de gratter un truc qu'on va changer le cours de l'histoire, tu vois. non, bien sûr, bien sûr, Donc voilà, bien sûr. j'aime ce club d'amour, mais je pense qu'on peut tous aimer un club différemment, comme on aime tous différemment. Et je laisse les gens ultra passionnés s'amouracher et s'entretuer sur les réseaux sociaux. Je respecte les gens qui vivent leur passion avec plus de détachement, et moi, je suis peut-être quelque part entre les deux, si tu veux. Voilà. On dit bonjour à Patrick Stein qui est dans le chat. Salut Pat. Voilà. Enfin, du coup, moi, je suis aussi pour Liverpool en Angleterre, et donc je sais que Pat a sûrement dû fêter ce qui s'est passé le week-end passé. Il m'a dit qu'il avait bu qu'une seule chope, je crois, parce qu'il n'aime pas boire tout seul. Bah, j'habite tout près, Pat, hein, si tu veux, je viens chez toi, on est à 2 rues, je viens apporter les Orval, il n'y a pas les Orvaux, il n'y a pas de souci, hein. Et par contre, au niveau de l'OM, est-ce que tu penses que c'est le club le plus belge de France? Est-ce que c'est le club le plus belge de France? Bah, par l'histoire, forcément, un petit peu. Parce Parce que, que enfin, quand on parle de Goutal, ça à son moment, qui a réussi à mettre Cantona sur le banc. Et moi, j'ai surtout aimé la période Guéret aussi à moi, l'OM. voilà, quand l'immense Raymond a réussi à l'OM, j'étais très jeune. J'avais des yeux, mais ils étaient à peine ouverts. Euh, non pas qu'il le soit beaucoup plus maintenant, mais quand même. Guéret, c'était quelque chose de très fort. Franchement, pour moi, c'était quelque chose de très fort. Il a créé un truc autour de l'OM et avec cette équipe-là que je pense les Marseillais sont pas prêts d'oublier. Et c'est pour ça que lui témoigne aujourd'hui toujours beaucoup de respect et de passion. Donc, ouais, pour moi, oui, je vois pas pourquoi l'OM serait pas le club le plus belge de France. En vrai, en tout cas, par rapport à un certain héritage, oui. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a très peu de Belges qui ont vraiment marqué la France, autre que par l'Olympique de Marseille. Même Un le grand plus. respect pour Danny Boffin, si tu veux tout savoir. Ouais, Danny Boffin, la mobilette, hein, bien sûr, bien sûr. C'était Metz, hein, lui. Ouais, c'est ça. Il y a eu Tony Brogno aussi à Sedan, qui avait marqué un peu les esprits. Il y a eu aussi Éric de Flandre à Lyon quand même. Tout à fait, tout à fait. C'est vrai il avait fait une belle carrière. C'était pendant la belle période de Lyon en plus, hein. Éric de Flandre. Non, non, il y en a eu quelques-uns, mais c'est vrai que peut-être que toujours ça a toujours été peut-être plus reluisant du côté de l'OM parce que soit ça a gagné, soit il y a eu beaucoup de ferveur, soit tu as eu des saisons vraiment d'exception où, tu vois, je te parlais de Van Buiten tout à l'heure, qui avait vraiment fait des merveilles à l'OM, il avait marqué beaucoup de buts, Ouais, bien etc. sûr. Après, de toi à moi, il y a un club qui peut se revendiquer d'être un peu plus belge que l'OM pour une seule raison, c'est Lille. Ouais, bien Parce sûr. que, sincèrement, j'avais jamais vu aussi fort que Eden quand Eden était à Lille. Ouais, surtout, enfin, Ah, je pense que j'avais le bon âge. C'était vraiment un âge où j'étais limite peut-être au zénith de ma passion footballistique. Et avoir eu sous mes yeux, je dirais, la saison bordelaise de Gourcuff quand Bordeaux est champion, et d'avoir eu Eden, qui est 2 fois meilleur jeune et 2 fois meilleur joueur de Ligue 1 à Lille, c'était bah, exceptionnel. Franchement, c'est pour ça que Eden aura toujours une place dans mon cœur. Et franchement, j'aurais jamais travaillé en Belgique, j'aurais dit exactement la même chose parce qu'il a, pour moi, marqué l'histoire récente de la Ligue 1 parce que c'était un niveau de jeu, mais waouh, on n'a pas idée, quoi. ouais, enfin, il a rendu Lille champion. Alors, peut-être pas juste que lui, parce qu'il y avait quand même une belle équipe à Lille à Il ce y avait une moment-là, super mais, équipe. Super équipe. Il avait une mais super équipe. c'est vrai qu'il est, enfin,
il avait vraiment ce niveau de jeu qui était vraiment super. Et en parlant d'Eden, justement, au niveau de son parcours, on a toujours dit qu'il avait fait un parcours toujours très intelligent. Donc, c'est-à-dire qu'il est resté à Lille le nombre d'années qu'il fallait. Il est parti à Chelsea, il est resté le nombre d'années qu'il fallait. Est-ce que tu penses que partir au Real, c'était la bonne décision? Pour moi, il y a pas de mauvaise décision quand, tu, poursuis un rêve. D'accord. Ouais, c'est pas faux. Je pense que, je sais pas, si, enfin, je sais pas, si tu as un rêve de gosse et que, à un instant T, on te propose de le réaliser et que c'est vraiment ton rêve de gosse, tu serais un gros con de pas le prendre, tu vois ce que je Ouais, veux dire? C'est c'est sûr, pas c'est pour sûr. des disent ou quoi que ce soit et puis surtout quand de ton rêve de gosse, c'est de jouer au Real Madrid et qu'on te le propose, franchement, voilà, on peut débattre de, comment ça se passe pour lui, à la rigueur. Mais franchement, c'est pour moi, il y a pas de débat. Ouais, bien sûr, bien sûr. Mais c'est vrai que en plus, il va au Real après une année où il avait été quand même monstrueux et pour le mondial 2018. À Chelsea, il avait fait une super saison. Donc, Chelsea en plus qui était un peu en difficulté aussi, qui avait difficile à retrouver ses marques au niveau du championnat. Je pense que c'était un bon moment de partir aussi. Après le Real, voilà, lui, c'était ça. Enfin, en plus, jouer sous Zidane avec encore une énorme équipe, forcément, on peut pas trop le refuser. Et dommage pour lui, cette blessure qui lui a fait quand même perdre pas mal de temps au niveau de la préparation. Là, il est revenu un petit peu, mais il joue pas encore ses matchs à 100%, que ce soit au niveau de temps de jeu, au niveau de la condition. Mais en tout cas, j'espère pour lui qu'il va pouvoir marquer aussi un peu comme il a marqué Chelsea, comme il a marqué Lille, qu'il puisse marquer un peu l'histoire du Real, quoi. De toi à moi, si je lui souhaitais qu'une chose, ce serait de gagner quelque chose avec la Belgique. Plus que limite, je m'en moque de ce qu'il fait au Real, tu vois? Ouais, ouais, Parce que, je pense que c'est ce qui serait de plus beau pour lui. Je pense qu'aujourd'hui, si tu lui poses la question, c'est ce qu'il voudrait et heu et voilà, histoire que, dans un degré moindre, évidemment, parce qu'on parle de Messi, mais qu'on dise pas Eden, comme on fait à Messi avec, l'Argentine, tu vois? ouais, c'est ça, c'est ça. Mais c'est vrai qu'après, ici, enfin, quand on voit le niveau de Kevin De Bruyne là pour l'instant, quand on voit Eden, ce qu'il a fait au mondial il y a 2 ans, Lukaku à l'Inter travaille deux, voire trois fois plus que ce qu'il travaillait en Angleterre, qui est toujours au rendez-vous, qui se donne à chaque match, parce que maintenant je suis un peu plus l'Inter du coup, mais franchement c'est assez impressionnant. Enfin, ici on va arriver dans une période où je crois que les trois sont vraiment à un niveau. Qui va être difficile de dépasser et pour eux et pour beaucoup d'autres joueurs dans les prochaines années, quoi. Ouais, c'est pour ça que je te disais tout à l'heure de pas être, trop négatif pour l'Euro parce que je pense que, voilà, les fruits sont mûrs. Ouais, ça c'est clair, c'est clair. Euh, je voulais aussi revenir un peu vers toi avec Kevin De Bruyne. Donc je sais bien que tu le suis aussi pas mal. Au niveau de City, euh, est-ce que Guardiola pour lui c'est le meilleur coach, tu penses, pour Kevin De Bruyne? J'ai presque envie de te dire que, oui, pour, ce qu'il peut offrir à Kevin De Bruyne, dans les solutions de jeu. Après, j'ai presque envie aussi d'inverser et de te dire que Kevin De Bruyne, c'est le meilleur joueur pour Guardiola. C'est pas faux. C'est clair que dans le système de Guardiola, peut-être que le fait d'avoir quelqu'un qui puisse faire les passes aussi Voilà. rapidement et de voir aussi clair dans un jeu. Et aucun non, non, mais de toute façon, je l'ai dit il y a pas si longtemps que ça, mais, aucun faux chauvinisme mis de côté. Aujourd'hui, pour moi, Kevin De Bruyne, c'est le meilleur joueur du monde. Tu penses qu'il Demain peut demain vraiment avoir le ballon d'or? demain, je fais une équipe, le premier joueur que je prends aujourd'hui, c'est De Bruyne. D'accord. Mais, après, il y en a et qui voilà et l'argument est juste, qui dit: «Est-ce que tu peux être le meilleur joueur du monde quand il y a 2 et quand il y a les 2 meilleurs joueurs de l'histoire qui sont encore en activité?» Mais c'est juste que demain, juste tu me proposes de bâtir une équipe, Tu la tournes à la autour construire de. Ouais, à la construire autour de KDB et franchement pour avoir, pu, m'entretenir avec, des joueurs français qui ont joué en première ligue ou qui jouent en première ligue, les gars te disent, moi quand je vois De Bruyne, je sais pas pourquoi je suis footballeur professionnel. On en est à des trucs comme ça quand même, tu vois? c'est quand même fort. Parce que bon, les Français qui jouent en première ligue, c'est pas les moitiés des manches non plus. Donc, Non, mais c'est juste que le gars enfin, il là, pour moi, cette année, il joue à un autre niveau. Il joue à un autre niveau et surtout, je trouve que c'est, super satisfaisant de voir un joueur qui, arrive à être meilleur que tout le monde, en jouant ce jeu-là. c'est Parce ça. que, tu vois, tout à l'heure, on parlait de devenir des vieux cons ou pas. Je pense qu'aujourd'hui, il y a
j'ai même pas envie de te parler de ça, mais quand tu regardes, voilà, les prix des joueurs avec, l'observatoire, des transferts Ouais, ou de je sais pas quoi et que tu vois que, les 10 premiers c'est en gros, les frères Borlé, tu vois? Il y a que des mecs qui courent vite. c'est ça. Heu, On se croirait bah, sur c'est FIFA, en fait. tu content de voir qu'un mec, comme KDB avec, sa philosophie du jeu, son amour du jeu, arrive à être devenu ce qu'il est devenu. Voilà, je trouve ça cool. Et est-ce que C'est tu un bon crois que Kevin parce que Kevin De Bruyne est encore, souvent, on le met derrière de toute façon, Messi et Ronaldo. Mais est-ce que tu penses que c'est simplement parce que et ça, c'est un sujet qui revient très souvent et qui moi m'énerve un petit peu, c'est le problème des stats. C'est-à-dire qu'on le met toujours en dessous on va le mettre en dessous de Neymar, on va le mettre en dessous de Mbappé, on va le mettre en dessous de Messi ou de Ronaldo parce qu'il met pas autant de buts, il fait pas autant d'assists. Mais est-ce que pour toi, ce problème de statistiques, c'est pas un vrai problème maintenant dans le football? Toi qui aimes bien la NBA aussi, où vraiment on est en train de carrément copier-coller le système américain de NBA, de le compléter au football, quoi. Je pense que la NBA, à la différence du foot, c'est un sport qui se prête vraiment, énormément aux statistiques, parmi lesquelles les statistiques à la con. Mhm. Certaines sont très intéressantes. Hem, je respecte le travail de fourmi extraordinaire que, font des gens comme, Lopta ou des gens qui sont vraiment passionnés par les chiffres, tu vois? Parce que c'est un truc que je serais incapable de faire. Après, personnellement, voir le foot par ce prisme-là, c'est un truc qui me dérange et qui me dérange encore plus quand il s'agit de joueurs comme Kevin De Bruyne, si tu Bien veux. sûr, bien sûr. Moi, ça me rend fou. Enfin, ça me rend fou. Parce que tu peux passer son jeu à la palette, je trouve que pour le coup, il s'y prête très bien. Tu peux critiquer ou non son nombre de passes clés, tu peux voir le nombre de passes décisives qu'il a fait sur corner, sur centre, sur le jeu, et cetera. Ça, c'est des chiffres qui peuvent t'aider à comprendre ce joueur-là, et cetera. Après, l'influence d'un joueur comme ça, je suis pas sûr que tu puisses la quantifier, exactement en tout cas. Il y Ouais, a bien pas de sûr. formule. C'est clair. C'est clair que pour le foot, enfin, les stats, c'est toujours un peu le même problème, c'est que ça te réduit un joueur à ce qu'il a fait au niveau de ses statistiques, donc au niveau de ses assists, ses buts. Et moi, je prends un autre exemple, c'est quelqu'un que j'ai toujours défendu et que beaucoup de gens, et là c'est un Français pour le coup, mais c'est Olivier Giroud, qui pour moi est un excellent attaquant. Et c'est pas pour rien s'il est toujours attaquant de l'équipe championne du monde en titre et qu'il est toujours attaquant à Chelsea, enfin qui a fait quand même pas mal de boulot à Chelsea. Juste simplement, si on reprend la finale de Coupe d'Europe qu'il gagne et le service qu'il fait à Eden Hazard, je sais pas si tu te souviens, il est Ouais. en demi-chute et il arrive à te faire un petit centre lobé de l'intérieur du pied gauche. C'est exactement ce qu'il veut faire. Ce qu'il veut faire. C'est un geste incroyablement difficile, mais pour moi, ça reste un excellent joueur. Alors, il y en a beaucoup qui le critiquent parce qu'effectivement, il a mis que 50 buts ou que 60 buts à Chelsea en 200 matchs. Mais le travail qu'il fait sans ballon et le travail de support qu'il fait pour les autres joueurs, il est impressionnant. C'est impressionnant et j'ai envie de te dire, ouais, que, après Giroud, c'est un sujet sur lequel on pourrait débattre longuement, hein, mais c'est plus politique qu'autre chose et en France, c'est toujours en opposition avec Benzema et Ouais, c'est toujours compliqué, quoi. Donc voilà. ouais. Et d'ailleurs, Benzema, toi, t'aurais bien voulu qu'il revienne en équipe de France? Ou pour toi, c'est clos et c'est bon, de toute façon, il ne reviendra plus et du coup, En fait, j'ai un peu accepté, l'idée qu'il ne reviendrait plus et du coup, ça me va, tu vois? ouais, ouais, tout à fait. Je trouve ça triste de s'en passer parce qu'on est tous dans un espèce de fantasme où on aurait adoré voir, Benzema jouer avec, Griezmann et Mbappé, tu vois? Bien Mais, sûr. Et du coup, tu mets pas Giroud alors. bah, non. C'est ça. Et du coup, toi, pour la France, tu vois quoi dans les prochaines années pour l'équipe nationale française? Tu penses qu'il va se passer quoi? Ça va tenir comme ça? Deschamps on peut encore rester 10 ans, 15 ans? Ou, Bon, déjà, 10 ans ou 15 ans. Après, il y aura toujours des hauts et des bas par rapport aux générations, mais on a quand même la chance d'avoir un réservoir de joueurs qui est énorme. Il faut bien être, sûr. faut être honnête. On ne sortira pas des Mbappé et des Griezmann tous les 4 matins, mais voilà, tu peux être sûr quand même que je nous vois quand même relativement compétitifs pour les prochaines années, quoi. Non, clairement. Clairement. Bah, écoute, j'ai encore deux, trois petites questions. Là, c'est plus trivial pour la fin de l'interview. Mais en tant que journaliste, je l'avais posé à Pat, je l'avais pas posé à François, je l'avais posé à Aurélie. Mais toi, si tu avais une personne, passé, présent ou futur, que tu voudrais absolument interviewer, dans le cadre un peu comme ça, où tu peux prendre le temps de lui poser toutes les questions que tu veux, ce serait qui? Un footballeur, forcément? Pas forcément, non, pas forcément. Ça peut être dans le basket ou ça peut être quelque chose de complètement différent.
Putain, tu un salaud, tu m'as pas prévenu. Non, mais c'est Non, le mais live, hein, c'est les aléas du direct. je rigole. Je pense, ça se jouerait entre, Greg Popovich, le coach des San Antonio Spurs, Mmh. et Marcelo Bielsa. J'adore Bielsa. Enfin, pour moi, je voulais te poser la question tantôt, j'ai complètement oublié. Mais si tu devais mettre Bielsa et Guéretz en balance à l'OM, J'ai pris plus de plaisir sur le terrain avec Bielsa, mais j'avais plus de sympathie pour Gareth. mais ouais. Mais pour moi, Bielsa, c'est un ovni. Il n'a plus rien à faire dans le foot moderne, entre guillemets. Mais ce qu'il peut proposer, enfin ce qu'il a proposé avec l'OM, ce qu'il propose maintenant, je sais pas si tu suis un petit peu Leeds ou quoi, enfin, c'est vraiment c'est fabuleux quoi. C'est un gars qui vit pour le foot, qui mange foot, qui est encore Ah, ce passionné de la première heure, celui dont on parlait de la nostalgie, c'est ce gars-là quoi. ouais, clairement. Et alors j'ai encore une autre petite question dans le même style. Qui est-ce que tu aimerais bien entendre aussi dans une interview longue, donc un peu comme ici, pour vraiment pouvoir aller apprendre un peu plus sur lui, pour aller un peu plus en profondeur sur sa façon dont il voit le football. Donc là, on reste vraiment dans le cadre du football. Mais ce serait quelle personne que tu voudrais vraiment avoir comme insight au niveau d'une longue interview pour avoir le plus d'infos possible? Pour parler de foot et de sa vision du football? Ouais, 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 ouais. Hem, En joueur, je dirais, bah, déjà Kevin De Bruyne, c'est sûr. Et je pense que j'aimerais le faire autant pour lui que pour moi, pour que les gens, puissent se remettre un peu les idées claires. Je l'ai déjà fait en interview, mais on a parlé de plein d'autres choses, mais je dirais Griezmann parce que pour moi, c'est, ce qu'on fait de plus intelligent en France Mhm. et c'est un gars qui aime énormément le ballon, donc j'aimerais bien savoir comment ça fonctionne dans son cerveau pour, arriver à avoir la vision, pour arriver à avoir, à la fois cette capacité à marquer, mais à faire marquer et à la fois, à rester lucide en travaillant longtemps sur un terrain. Clairement, clairement. Enfin, Griezmann a été beaucoup critiqué pour pas mal de choses, mais il faut enfin, faut garder en tête que c'est un joueur qui est extrêmement intelligent sur un terrain. Enfin, pour moi, c'est incroyable le fait qu'il puisse être aussi présent à chaque fois au bon endroit au bon moment, d'avoir toujours la lucidité pour faire la bonne passe, le bon appel. Et pour ça, effectivement, ouais, c'est quelqu'un qui est vraiment très très fort. Il est arrivé sur Twitch en plus il n'y a pas longtemps. Il a pas mal, il a pas mal campé aussi pendant le confinement sur les jeux vidéo, mais ce qui le rend encore plus agréable. Mais non, mais clairement, surtout en plus, là, bon, voilà, pour avoir un peu d'éclaircissement aussi sur ce qui se passe à Barcelone pour l'instant, ça doit pas être évident non plus. Ouais. Mais écoute, en tout cas, Swan, merci beaucoup. On Bah, se croisera peut-être dans les couloirs de la RTB pendant les Euros, pendant les mondiaux, parce que j'y travaille encore assez souvent. Mais écoute, avec en tout cas, c'était. avec plaisir. Ben, pas de souci, on se boira un coup. Et encore merci d'avoir accepté l'invitation du coup. Écoute, avec grand plaisir. Et ben, j'espère que tout va bien se passer pour toi. Et j'espère que tu retrouveras encore du boulot. Et de toute façon, on attend les news pour mercredi du coup. Yes, merci beaucoup. Merci à toi. Salut, salut, Swan. À bientôt, ciao. Ciao, ciao, ciao. Hop, voilà. Hop. Ben, les amis, moi je vous laisse. Je vais vous envoyer sur la chaîne Tarmac. Et on se dit rendez-vous jeudi prochain. Ciao à tous. Pas entre guillemets, il n'y a pas entre guillemets un endroit stratégique où il peut 13 sans faire de kill. Il est Non. obligé de faire un kill pour Ouais, 13. C'est vraiment la vie d'un ennemi pour toi, quoi. exactement. Un peu, Ah, ouais. c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal. C'est bien réfléchi, c'est bien pensé. Ouais, bah le gars avec nous, il a pas l'air d'être fait de suite. Alors, on le voit là, il est en boule, il se fait plaisir. Tu vois, la boule, c'est vraiment Fortnite. Fortnite, les boules, je sais pas si vous vous souvenez, les frérots. J'avoue que nous, faut que je les suive Il est déjà, dans la je vais merde, faire il est ça dans la merde. maintenant. Ah, les frérots, bienvenue dans la famille. Bah, j'ai associé Twitch Uplay, après je lance le launcher, mais j'ai rien. Non, tu vas pas faire Twitch Uplay, t'as un lien spécial pour rentrer ton code et connecter à Uplay.
Est-ce que quelqu'un serait me le drop dans le chat, que ce soit Monsieur Anderson ou le coach Mike, le lien ou Chicarolo? Yo, Chicarolo en forme ou quoi? Comment ça, Chika? Et qui serait tout simplement nous drop le lien qu'on a besoin pour mettre notre clé et après ben, ils vont demander ton compte. Moi je l'ai